Voilà, donc je vais te laisser la parole. Hein. Donc voilà, donc toi nous sommes donc en 2008, on parle là d'événements qui sont déroulés en 75, 76, hein, 75, 76, donc il y a 33 ans. Et donc on va se replonger un peu dans cette période-là. Donc c'est Brahi lui-même qui a fait appel à cette jeune garde. Je pense que Brahi a pris contact avec Delesco et Jacques Delesco souhaitait effectivement renouveler l'enseignement d'astrologie à Bruxelles. Je pense qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment de cours structurés, en tout cas très connus. Et voilà comment ça s'est fait à travers le CBZA. Jacques Delesco a fait appel principalement à Jean Hugh et à moi-même pour assurer la reprise des cours. Donc au sein du CBZA. Parallèlement à ça, il y avait un souhait de ces différents intervenants de renouveler un peu la perspective de l'astrologie, de la dissocier de façon beaucoup plus claire d'autres techniques que l'on considère généralement comme éléments, puisqu'il y avait quand même, il y a toujours parfois de la confusion dans le grand public. Nous, par exemple, le choix du nom de son nom. À ce moment-là, à un moment donné, on s'est rendu compte que entre les intentions partagées, le consensus qui existait pour s'orienter vers une autre forme d'astrologie, et par ailleurs la pratique de certaines personnes qui constituaient l'ancien staff, comme on dit ici, du CBZA, il y avait quand même des divergences. Et pour respecter évidemment les intentions de chacun, et de l'autre côté, pour être plus cohérent avec ce que nous souhaitions, on a préféré créer autre chose. Et comme le mot astrologie finalement il paraissait assez difficile de le faire entendre dans une autre perspective du côté du grand public, on s'est attaché assez rapidement à cette notion d'anthropo-cosmologie, qui n'est pas un terme vraiment que nous avons choisi nous-mêmes, et Pierre Morel a utilisé dans certains ouvrages, et bien, il y a bien d'autres aussi. Même s'il n'était pas toujours favorable à l'astrologie, même s'il ne s'intéressait pas toujours à l'astrologie, ils approchaient cette notion de rapport entre l'homme et l'univers à travers ce terme-là, un néologisme, et qui dit bien ce qu'il veut dire, l'homme, l'anthropos, rapport avec... Et alors ça a servi, finalement, ce changement de nom, est-ce que ça a ouvert de nouvelles perspectives au niveau des contacts? Est-ce que vous sont venus à l'astrologie des gens qui ne seraient peut-être pas venus sous le nom ancien Oui et non, c'est-à-dire que dans un premier temps, sûrement, parce qu'il n'y avait pas ce regrettable a priori vis-à-vis du mot même astrologie. Certains, quand ils emploient le mot astrologie, je ne sais pas s'ils sortent le revolver, mais ils sortent quand même toutes sortes d'arguments dérangeants. Donc au départ, oui. Et puis par ailleurs, on s'est quand même rendu compte que le terme paraissait quand même un peu trop, pour le grand public en tout cas, qu'on souhaitait aussi pouvoir sensibiliser. Le terme paraissait un petit peu trop élaboré, trop compliqué. Et donc voilà, ma réponse c'est celle-là, c'est que je crois que la démarche reste intéressante et je crois qu'il faudrait continuer à la poursuivre, mais plus dans le sens de la réflexion. Mais enfin, en dehors du la nom, recherche. En dehors du nom, il y avait un autre contenu quand même, quelque part. Il y avait une autre approche de l'astrologie, ce n'était pas simplement le changement du qualificatif. C'est-à-dire que la réponse est multiple, c'est-à-dire qu'effectivement, parmi les outils qu'on utilisait, qu'on a utilisés, il n'y avait pas uniquement l'astrologie, puisque dans notre institut, on avait intégré des personnes qui soit étaient plutôt dans le domaine psychologique ou médical, donc il y a eu une palette d'outils et d'axes d'approche qui ne se limitaient pas uniquement à l'astrologie. Et n'empêche que parfois certaines personnes, quand ils voulaient exploiter pour elles-mêmes ou utiliser pour elles-mêmes les outils qu'on proposait, tiraient parfois la conclusion qui consistait à dire finalement vous utilisez quand même le thème de naissance, finalement vous faites quand même une interprétation à partir du thème de naissance. Vous n'avez pas pu vous émanciper du thème de naissance en fait. On ne réinvente pas ce qui fonctionne, ce qui marche. C'est plutôt la conception
des racines, des fondements ou des tenants et aboutissants de l'astrologie qui étaient en cause. Oui, alors justement, qu'est-ce qui a été proposé quelle nouvelle représentation des fondements a été proposée à l'Institut national d'anthropocosmologie? C'est de considérer que l'astrologie, d'abord, permet d'approcher la dimension essentiellement symbolique, imaginaire, psychique, qui est présente en nous, et de remettre au centre de tout le débat astrologique le sujet dans ce qu'il vit. Et donc d'avoir une approche assez différente de l'événement, donc de la réalité objective, dans laquelle ou par rapport à laquelle l'astrologie, à mon sens, se complète un petit peu dans le fait de supposer qu'il y a une organisation des événements de notre vie qui serait programmée par notre thème ou par des éléments astrologiques. Et donc c'est de considérer que la subjectivité, l'imaginaire, le ressenti, le véhicule psychologique doit être approché au premier degré. Ça, on pourrait dire, oui, mais finalement, ça rejoint un peu toute une sorte d'astrologie qu'on a appelée psychologique. Il n'y a pas grande différence. Mais dans la notion d'anthropologie, il y a aussi une approche plus différente, il me semble, de toute la dimension à la fois mythique et alors symbolique. Et parallèlement à ça, une réflexion sur comment on peut mettre en évidence le rôle des archétypes, par exemple. Excusez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, un bon appétit. Merci. Donc le rôle des archétypes, mais en les approchant un peu comme on le ferait en physique quantique, au niveau de ce qui, à la manière d'une mémoire, d'une énergie, d'une structure, joue un rôle très subtil dans l'organisation de nos schémas psychologiques. Et donc, c'est de considérer finalement ce qui est peut-être pas radicalement nouveau, mais en tout cas c'est revenir à cette idée qui me semble importante, c'est que l'astrologie ne fait qu'illustrer une sorte de structure de l'imaginaire, des structures que l'on retrouverait à d'autres niveaux de la réalité, au niveau quantique, au niveau peut-être de l'organisation des systèmes planétaires. Et donc l'idée c'est d'approcher cette structure-là, dont le langage astrologique n'est qu'une sorte d'illustration. Ah oui, donc j'essaie de comprendre un peu cette démarche. Alors est-ce que dans la consultation, la consultation se déroule autrement? Est-ce que vous expliquez est-ce que les gens comprennent ce que vous êtes en train de faire? Dans la consultation, ce qui est très important, c'est d'abord de situer exactement comment ça fonctionne avec le consultant, de lui donner les tenants et aboutissants. Imaginons par exemple que je sois moi-même le consultant, comment vous m'avertissez de votre façon de travailler Ça pourrait être un peu long parce que dans une consultation ça prend au moins 20 minutes oui. De préciser quand même. Quand même. Donc il y a quand même un texte, un propos préalable. C'est ça, il y a un propos préalable. Oui, ça me paraît très important. Par exemple, on insiste sur le fait que le consultant doit être, à travers la description que fait l'astrologue des données du thème, il doit voir ça un peu comme un jeu de métaphores et il est important qu'il perçoive avant tout l'écho que ça fait en lui, le consultant, et donc de ne pas prendre les choses au premier degré. Et ça demande aussi de la part de l'astrologue d'être attentif au fait que le consultant ne vienne pas avec une demande de réponse oui ou non par rapport à ça. Est-ce que ceci va arriver? Est-ce que je dois faire ça? C'est un éclairage sur la subjectivité d'une personne. Le monde intérieur, la structure du psychisme. En considérant finalement que, pour moi, il me semble que l'astrologie éclaire le processus psychologique qui sous-tend
notre personnalité. Processus psychologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de la naissance, sur base de potentiel qui est dans notre thème, nous revivons les grandes tendances psychologiques, les grands archétypes. Et de la même manière que pendant la vie intra-utérine, nous passons par les grandes étapes biologiques de la vie, dans les premiers mois, premières années de la vie, nous repassons par les grandes étapes psychologiques de l'humanité. Ce qui fait qu'à un moment donné, nous avons la capacité de dialoguer avec la réalité, affectivement, socialement, etc. Mais aussi d'avoir la capacité d'avoir la conscience de nous-mêmes et de devenir une personne à part entière. Alors, mon propos, c'est de dire que l'astrologie éclaire très bien tout le processus psychique qui nous amène, qui nous achemine vers ce seuil où nous prenons conscience d'être une personne et où nous commençons à gérer notre vie, où commence l'axe de la liberté. Alors, ce qui veut dire que la personnalité est plus que ce processus psychologique. C'est un peu comme si c'était l'orchestre, le théâtre. Elle s'ancre là-dessus. Ce que j'aime. Elle s'ancre un peu sur ces éléments, Oui, mais mais c'est comme elle ça. Les retravaille, elle les prolonge. C'est comme si c'était un soubassement, Une sorte de matrice. une matrice qui génère, qui met en œuvre Une sorte de prédéterminisme, enfin quelque chose qui est déjà préétabli un petit peu. C'est pas dans le sens que c'est programmé, dans le sens que c'est une potentialité. Que Oui. nous n'avons pas besoin à la naissance de refaire tout le parcours culturel, psychique, surtout de l'humanité, de même qu'en tant qu'organisme vivant, nous n'avons pas besoin de le repasser, ou plutôt c'est l'organisme lui-même, la spontanéité, l'automatisme de l'organisme qui repasse les grandes étapes. Il y a un bagage qu'on reçoit. Il y a un bagage génétique qui nous permet en 9 mois d'avoir toutes les fonctions physiologiques et biologiques. Et ce bagage génétique, il est différent chez chaque individu. Enfin, il varie d'un individu mais à alors, l'autre. ce bagage génétique, elle s'ajoute au bagage que j'appelle psychique et astrologique. De même qu'à partir de la naissance, s'ajoutera encore un autre bagage ou un autre héritage, qui est l'héritage culturel. Ce qui explique que finalement, le thème ne décrit que le ressenti psychique qui s'élabore et qui va de l'intérieur à la manière d'une matrice, pour reprendre ton terme, va générer la personne. Mais l'astrologue ne sait rien du bagage génétique et il ne sait rien non plus de l'héritage culturel. Mais il peut quand même en parler sans le savoir, ou il faut qu'il le... Là où l'astrologie intervient, c'est que même par rapport bien sûr à l'héritage culturel que l'on reçoit, la sensibilité intérieure fait, et ça nous savons bien, que, comme j'emploie souvent l'image, très tôt nous avons nos propres lunettes. C'est-à-dire que nous donnons sens à des réalités qui se passent autour de nous parce qu'elles font écho à quelque chose qui nous sensibilise déjà a priori de l'intérieur. Autrement dit, si dans un thème on perçoit une prédisposition à tel ou tel type de sensibilité, on parle parfois, pour faire vraiment très court, sensibilité à l'idée d'abandon par exemple. La différence entre deux formes d'astrologie, c'est une astrologie qui va annoncer l'abandon et l'astrologie auquel je partage plutôt qui va mettre en évidence la sensibilité au départ, a priori, qui va conduire la personne à traduire certaines situations comme, pour elle, exemplaires d'un abandon. Alors, à certains moments, bien sûr, inévitablement, dans tous les cas d'espèce qui peuvent se présenter, un abandon aura effectivement lieu. Le piège, c'est que l'astrologie ou l'astrologue risque à ce moment-là d'utiliser cet exemple-là comme démonstration que c'était quelque part prévu. Oui. L'abandon était prévu, alors qu'en fait c'est la subjectivité de la personne. Dans les processus psychologiques, c'est important aussi à partir à ce moment-là du dialogue avec le consultant, de voir finalement en quoi Il y a une sorte de scénario qui était déjà plus ou moins et en quoi cette sensibilité à l'abandon prend place dans ce scénario. Parce que parfois, il est plus facile éventuellement pour quelqu'un de se persuader qu'elle est en lui donnée, plutôt que de percevoir qu'elle est prédisposée à rejeter les autres, à s'écarter ou à avoir peur des contacts
Parce que ça la renvoie à elle-même. Donc elle donne la responsabilité d'une sensibilité, d'une peur, d'une fragilité à un abandon. À autrui, en fait. Oui. C'est Et pas les autres qui sont- dans le thème, notamment le scénario du thème, peut aider précisément à la fois éventuellement voir ce facteur d'abandon, mais aussi à voir éventuellement le regard négatif qu'elle a par rapport à elle ou l'a priori qu'elle a par rapport à ses relations. Donc tout ça fait partie d'un processus, d'un scénario. un schéma quelque part, oui. C'est aussi un schéma. Donc on exécuterait des choses qui feraient écho, qui seraient en résonance avec un schéma intérieur. Oui, moi j'avais envoyé l'expression que j'ai trouvée un jour dans un bouquin d'un philosophe français, Jan Kelevich, et qui mettait en évidence la notion d'occasion. Oui. Mais je pense effectivement que Qui est révélatrice. les faits de notre vie que nous rencontrons sont parfois des occasions révélatrices de ce qui est en germe en nous. Oui. Et le propre à ce moment-là de l'astrologie, dans ce langage symbolique, c'est d'établir le lien entre l'histoire intérieure, Chose qui nous parle, ce qui nous parle, ce qui fait écho, Donc le propos, c'est de découvrir ce qui se passe en nous à travers éventuellement l'illustration de certaines situations, mais les événements n'étaient pas comme tels, n'existaient pas comme tels par avance. Les événements, c'est subjectivement qu'ils ont pris du sens. Oui. Je leur ai donné du sens. Oui. Alors pour revenir à la notion d'anthropocosmologie, à travers tout ça, on peut dire que finalement ça consiste à délimiter exactement ce que l'astrologie éclaire. Oui. L'astrologie éclaire essentiellement à la naissance l'héritage psychique que nous recevons, l'imaginaire psychique qui présente un côté universel. Je vais poser une question un peu idiote. Pourquoi est-ce que c'est les astres qui seraient responsables de cette affaire? En l'occurrence, les astres n'ont peut-être rien à voir là-dedans. Non, enfin, je veux dire, malgré tout, pourquoi est-ce que... L'idée, qui n'est encore qu'une hypothèse, c'est que les archétypes, les symboles sont présents dans l'imaginaire, les processus subtils qui sont présents dans l'imaginaire répondraient à une sorte de structure, à une sorte de processus engrammé, cohérent. Ce processus, pourquoi ne pas imaginer que pour autant qu'il ait une toute petite réalité énergétique, électrique, quantique, il est imprimé de la structure aussi de ce qui nous entoure sur le plan physique, du système solaire par exemple. Oui. Et donc, pourquoi ne pas imaginer que finalement, à tous les niveaux finalement de l'univers, il y a une sorte de même structure qui apparaît au niveau quantique, au niveau psychique, au niveau des phénomènes plus macroscopiques. Et à ce moment-là, l'astrologie et la dynamique propre au système solaire seraient essentiellement illustratives. Donc on pourrait dire qu'il y a les astres, donc on aurait deux schémas qui seraient fournis par les astres. Les astres, le schéma cosmique planétaire serait révélateur de toute une sorte d'environnement énergétique, et le thème astral lui-même serait emblématique de tout le psychisme individuel. Donc les astres, donc vous conférez aux astres un rôle absolument crucial en fait. Oui, mais essentiellement... Sur le plan en tout cas des signifiants, ça part de l'idée que si la dimension psychique intérieure s'est structurée très lentement à travers les innombrables expériences que faisait la matière biologique, pour accéder à un moment donné à un seuil qui est plus subtil, plus psychique. Cette histoire donc, du psychisme, d'une certaine manière, il est en résonance avec le champ qui constitue le système solaire. Mais en même temps, progressivement, les hommes projettent sur le ciel des choses. Oui. Et donc à un moment donné, là où quelque chose n'est pas encore quelque chose n'est que dans le ressenti, dans le ressenti physiologique, au moment où il y a un sens à ce ressenti, les hommes sont attentifs à des images de dedans ou de dehors. Donc les astres auraient en quelque sorte focalisé
servirait un peu de miroir ou de miroir de projection, comme si les hommes avaient décidé de projeter sur les astres tout un ensemble de processus intérieurs et il y aurait un feedback en fin de compte, il y aurait une espèce de feedback, en tout cas, oui, d'aller-retour. Mais bon, c'est évident qu'au départ, à travers le mythe, nos ancêtres ont interprété le ciel dans leur imaginaire. Oui, et déjà même avant que la culture ou que l'histoire existe, nos ancêtres, dans leur peur, dans leur ressenti, mettaient quelque part peut-être, aujourd'hui on pourrait dire ça plus facilement à travers tous les appareils électroniques dont nous disposons, mais ils mettaient en connexion deux choses. Et que de la même manière qu'ils donnaient un sens projeté, magique à ce qu'ils observaient, de la même manière, ce sens qu'ils donnaient faisait que le petit point d'ancrage qui était en eux, un peu comme quelque chose qui se trace et qui revient, ce petit point d'ancrage prend évidemment plus de poids, se cristallise en eux. Oui, mais enfin, on va peut-être faire une pause de quelques minutes pour manger. Oui, donc par rapport à ce que tu dis, Jacques Vanez, effectivement, on comprend que les astres aient pu se charger de tout un ensemble d'interprétations, de projections au cours des siècles. Ils étaient des interlocuteurs privilégiés de l'être humain, comme ça, une sorte de dialogue entre l'homme et le cosmos. Mais alors, ils auraient donc accumulé en quelque sorte toute cette énergie, toute cette signification. Un quart de vin blanc. Hein. Voilà, je savais. Hein. Et, Oui, mais je te le dis. et à un moment donné, ça se constituerait une sorte de bagage. C'est ça que je sais, c'est cette articulation qui m'échappe mais qui m'intéresse aussi, parce que moi j'ai le même problème. On comprend cette espèce de charge, et puis après comment il se décharge, c'est ça le problème. Comment est-ce que ça... Bon, que nos ancêtres aient fait ce travail, c'est tout à fait envisageable, mais la question que je te pose, pour l'instant je ne développe pas ma propre idée là-dessus, mais comment est-ce que nous arrivons à capter et à capturer cette information qui a été accumulée en quelque sorte comme des accumulateurs dans les astres. Alors c'est au moment de la naissance, c'est au niveau de notre équipement biologique, héréditaire. Il faut être à la fois émetteur et récepteur. C'est-à-dire qu'il faut avoir émis des choses vers les astres et après être capable de les récupérer ou de les réceptionner en quelque sorte. Et, je crois qu'il faut être quand même un peu nuancé quand on retient de ce que j'ai dit précédemment, le fait que l'astre aurait été bombardé par cet imaginaire à tel point qu'il l'aurait capté, enregistré. C'est envisageable, pourquoi pas. Tout est là encore ouvert, la réflexion ou la recherche, c'est envisageable, peut-être qui sait au niveau quantique, ça peut-être pourquoi pas. Mais en fait, il y a peut-être une autre piste de réflexion, c'est d'abord de rappeler que si notre organisme, si on considère les particules qui nous constituent, les molécules, les organes, etc. C'est déjà quelque chose d'assez énorme, monstrueux même, le nombre l'agencement de tous ces éléments. Oui, sur le plan biologique, sous-tend et soutient notre organisme. Alors si on considère qu'à un moment donné, cette vie biologique, prenant la forme bien sûr de notre organisme, franchit un seuil et, comment on va dire ça, génère une dimension qu'on va appeler psychologique, psychique, qui est déjà présente d'ailleurs chez les mammifères. Il y a déjà une sorte de psychologie chez les mammifères, il y a déjà peut-être qui sait un imaginaire. Mais acceptons donc l'idée qu'à un moment donné, parallèlement au champ biologique qui nous constitue, il y a un autre champ qu'on va appeler psychique. Oui. Et considérant qu'au départ, ce champ psychique est comme une sorte de soupe, probablement, c'est une image, une métaphore, une sorte de soupe qui est un peu informelle, bien qu'elle soit
connecté à des réalités d'ordre biologique. Ce qui veut dire que dans la biologie, il y a des instincts, il y a des fonctionnements d'organes, il y a probablement des métaux, il y a toutes sortes de choses qui interviennent. Et ce champ donc psychique au départ, qui est un peu, je ne vais pas dire qu'il est incolore, mais il est peut-être déjà imprégné de ce qui vient du monde biologique. Mais il n'a pas nécessairement une structure. Mais à partir du moment où la sensibilité psychique existe chez l'être humain, il commence à s'interroger par rapport à son environnement. Et il se fait qu'une des dimensions qui l'impressionne le plus, c'est probablement le ciel. Donc il commence d'une manière magique à interpréter le rapport qu'il vit avec les objets. On sait qu'au départ, bien sûr, il considère que les objets ont un pouvoir, il va leur attribuer des pouvoirs magiques. Et l'univers aussi pour lui est très magique. Donc à partir de ce moment-là, il commence à interpréter tout ce qui l'entoure et notamment à donner un sens à la dynamique du ciel. Mais il ne lui donne pas un sens rationnel, ça va venir beaucoup plus tard. Il projette là-dessus un ressenti. Alors j'en viens à l'élément qui me paraît important. Oui. Par rapport aux planètes, on peut imaginer, on peut concevoir qu'en même temps qu'il projette sur cette sorte de dynamique qui l'entoure et par rapport à laquelle il commence à percevoir des rythmes, des répétitions, en même temps qu'il procède de cette manière-là, les pôles qu'on appellera les archétypes, auxquels certains même attribuent une sorte d'énergie, ces pôles qui font partie de la soupe que j'ai appelée psychique, ces pôles eux aussi commencent à se cristalliser. On pourrait employer une image empruntée aujourd'hui à l'informatique et de supposer que le disque dur commence à être formaté. Et à partir de ce moment-là, en même temps que l'hérédité physiologique, biologique va être transmise, l'héritage psychique, c'est-à-dire cette organisation de la soupe que j'ai appelée psychique, va être aussi transmise. Mais donc ça rejoint, pour terminer, pour faire court aussi, ça rejoint l'adage des anciens quand ils disaient que finalement le ciel est aussi avant tout un ciel intérieur. Et donc les planètes sont à l'intérieur, les pôles psychiques correspondant aux planètes sont présents en nous. Ça suppose naturellement que derrière tout ça, il y a une sorte de structure qui nous échappe à nous, mais qui peut-être rejoint le monde quantique ou on fait un parallélisme là, entre ce qui serait quantique et ce qui serait psychique. La frontière paraît tellement mince qu'on a envie de superposer finalement les deux termes. Oui, alors moi ce qui m'intrigue, c'est dans ce que tu dis, le fait que tu ne parles pas de la notion de cycle. Parce qu'effectivement, dans cette anthropocosmologie, moi j'aurais tendance au départ à parler plus d'une sensibilité à des cycles que nécessairement de penser au thème natal en priorité. Alors, est-ce que dans l'anthropocosmologie que tu as développée, est-ce que l'idée que nous sommes sensibles non seulement aux configurations natales, mais aux configurations, aux signaux qui se produisent au cours de notre vie? Mais si on admet l'idée que, appelons ça maintenant non plus la soupe psychique, mais l'univers psychique, l'univers intérieur, on ne sait pas très bien naturellement le localiser quelque part, on ne sait pas très bien où se trouve ce disque dur en nous. Mais si on admet l'idée qu'il est en quelque sorte organisé, structuré, donc peut-être, j'aime pas dire programmé parce que ça prête à réflexion dans le sens que on serait déterminé, alors qu'en fait c'est simplement moi je crois que c'est avant tout au départ une capacité psychique sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, qui fait que notre dimension psychologique n'a pas besoin de tout réinventer, elle est habitée de l'intérieur par... elle récupère, elle reçoit des aptitudes psychiques
qui sont hérédités depuis toujours. Les psychologues jungiens diront que les archétypes, ce n'est rien d'autre que quelque chose qui est engrammé en nous. Alors, si on admet que cet univers psychique est structuré, il est en parallèle avec la structure du système solaire en l'occurrence. Soit Vous désirez autre chose ensuite? Un café, monsieur, un café? Pas de café. donc, il s'est fait soit par projection, soit simplement parce que la structure du système solaire a contribué à cristalliser ces points significatifs, signifiants dans l'univers psychique. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer tout à fait et concevoir le jeu des cycles. Parce que de même que le cycle du système solaire, en l'occurrence, a continué à envoyer éventuellement des signaux, des interférences. De même, l'univers psychique, s'il est structuré à son propre rythme, si les deux sont en connexion, en correspondance, pourquoi ne pas considérer à ce moment-là qu'effectivement la sensibilisation qui a commencé à prendre forme au moment de la naissance, a continué à recevoir des signaux. Ces signaux étant très subtils et venant simplement pondérer, valoriser tel ou tel pôle. Oui, ça c'est un peu la théorie classique un peu des transits en fin de compte dès le départ. Oui. Oui. Mais est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on pourrait par exemple dire, Jacques Vanesse, qu'il y a des configurations parmi la... Parce que tu disais... Parce que est-ce que l'humanité aurait ou non... non seulement elle se serait intéressée à certaines planètes, mais elle se serait intéressée à certaines configurations planétaires. C'est-à-dire qu'elle aurait moins que... Parce qu'il y a deux théories à ce niveau-là. Il y a la théorie archétypale en quelque sorte. La question de savoir si les archétypes astrologiques sont les planètes, ou si ce sont les combinatoires planétaires, ou les configurations planétaires. Ça, c'est actuellement une problématique qui est assez importante, comme si ce qui faisait sens astrologiquement, c'était la combinaison elle-même, plus à la limite que ses composantes. C'est-à-dire comme si, par exemple, ah oui, quand il y a deux astres qui se rencontrent, ou une planète et une étoile, enfin quelque chose d'important qui se rencontre, c'est ça qui est important, et non pas seulement le fait que telle planète existe. Mais je vais rebondir avec l'idée à nouveau de structure. Justement. À défaut d'un autre mot, si au départ il y a une structure qui correspond à la localisation dans le système planétaire des différentes planètes, de leur importance, de leur mouvement, de leur distance. Il y a une structure dans cette structure, on ne peut pas naturellement imaginer qu'elle a un point de départ fixe. Elle apparaît et elle se développe d'ailleurs elle-même à mesure que le système solaire s'est constitué. Mais n'empêche, imaginons qu'on pourrait, en théorie, considérer, tiens, prenons ce moment X, pour nous-mêmes c'est le cas, le moment X, une structure, c'est-à-dire la localisation des planètes à l'extérieur, sensibilise à l'univers, aux configurations à l'intérieur. Et ça constitue un champ, une structure. Le disque dur est sensibilisé par tel ou tel pôle. Les fichiers sont par telle ou telle relation entre eux. À partir du moment où l'ensemble du système continue à bouger, effectivement, la structure c'est le rapport entre les planètes qui joue. Donc, la question est tangente, parce qu'on pourrait dire, oui, c'est uniquement le rapport entre les deux masses, par exemple, si on considère l'aspect énergie des... C'est le moment où ça se produit. Mais n'empêche que la valeur symbolique
joue aussi dans l'interprétation. On ne se contente pas uniquement de dire A rejoint B, mais on donne un sens symbolique ou affectif, social ou quoi à A et B. Si c'est Vénus, si c'est Mars, on considérera que dans la configuration, le rapport entre les deux, on va l'interpréter déjà de manière plus complexe et subtile. Et si on disait simplement le caillou A se trouve dans la même orientation visuelle. On pourrait par exemple, c'est un peu le développement des théories cycliques actuelles, c'est ce que pensait Kepler quelque part, c'est-à-dire qu'on peut démultiplier le nombre d'aspects, donner à chaque aspect une signification propre, et en fin de compte on n'aurait plus besoin à la limite que d'une seule configuration. Moi, je reste quand même attaché, du fait peut-être que je suis attaché à cet aspect imaginaire, symbolique, métaphorique, mythique, je reste attaché à la structure du système, à l'occurrence le zodiaque par exemple, à la structure duodénaire, et à ce moment-là, par exemple, en ce qui concerne les aspects, je me limite personnellement à cette sorte de pondération ou plutôt de sensibilisation qui fait que la structure fonctionnerait dans le passage de 30 à 30 degrés. Naturellement, c'est un choix, c'est peut-être aussi schématique. Non, mais disons qu'actuellement, c'est un peu... Parce que ça m'intéresse pas, voire parfois ça mérite, la démultiplication des aspects. Quand sur le plan purement technique, ici j'entends, je ne considère pas éventuellement d'autres rejets, mais sur le plan purement technique de l'astrologie, quand finalement on commence à subdiviser, à obtenir des 72 degrés, je ne sais pas, toutes sortes de choses, on n'en finit pas. Le risque parfois, parce qu'il y a deux aspects, il y a l'aspect recherche, réflexion, réfléchir au fondement, aux racines de l'astrologie, et alors il y a l'aspect utilisation. Et de la part de certains praticiens, il me semble qu'il y a le piège aussi que finalement parfois on cherche un peu midi à 14h, on cherche la réponse absolue. Si c'est pas tel aspect qui va l'expliquer, c'est un autre. Oui, mais enfin de toute façon, si on se... Par exemple, dans le cas de Kepler, il multiplie les aspects, mais il ne tenait pas compte, en revanche, par exemple, des signes zodiacaux. C'est aussi une question de démobiliser les choses. C'est-à-dire que, par contre, si on multiplie tout, aussi bien les aspects que les planètes, que tout, alors là, effectivement, ça devient énorme. Si grâce à des théories nouvelles qu'on emprunterait éventuellement, par exemple, à la physique quantique, on pourrait expliquer ce que c'est qu'exactement un champ structuré comme le système planétaire et dire, tiens, par rapport à tel pôle, à tel point qui reste prépondérant, comme le point de l'équinoxe ou le point des choses comme ça. Là, on a un point focal qui explique comment la structure est orientée. On pourrait à un moment donné, effectivement, faire abstraction peut-être de tout le langage métaphorique et faire abstraction des signes. Et on pourrait dire, tiens, là, on est dans l'énergie 3000 volts, là, je caricature, là, on est dans l'énergie 6000 volts, et donc la pondération entre les deux fait que la structure se manifeste de telle ou telle manière. Mais nous restons malgré tout encore, nous ne sommes pas encore dans la matrix de la série des films qui évoque un peu ce monde un peu quantique et un peu électronique. Donc un café. Un petit, s'il vous plaît. Un petit café. Oui, merci. Alors, on pourrait faire abstraction de tout le vocabulaire, de toute la mythologie. Il n'empêche que c'est elle qui, au départ, a fantasmé et a donné une explication à quelque chose qui échappait aux premiers hommes, avec toute la dimension magique. Il faut peut-être aussi refaire toute l'histoire de la pensée et se rendre compte que c'est d'abord d'une manière très métaphorique, mythique, magique, que les hommes ont commencé à interpréter les choses. Et aujourd'hui, on désacralise, ou en tout cas, on dépoétise un peu les choses en les expliquant d'une toute autre manière. Et or, il se fait que notre vie psychique et psychologique et affective reste malgré tout encore très habitée par des images, par des fantasmes, par des sentiments. Nous sommes pas encore des êtres tout à fait électroniques. Enfin, par exemple, tu connais probablement les travaux de Jean-Pierre Nicolas. Donc lui, effectivement, il est un peu comme toi, il ne s'est pas intéressé énormément aux aspects, il a essayé au contraire de reformuler,
préciser la signification des planètes, d'après leur éloignement, d'après leur distance, d'après leur vitesse, qu'il appelle le système RET. Il a également reformulé le zodiaque, ce qu'il appelle le zodiaque photopériodique, etc. Donc ça appartient, et c'est une école qui a été assez prédominante dans les années 60. Il semble qu'actuellement, bon, d'ailleurs Barbeau déjà avait montré un peu une autre voie en mettant l'accent en astrologie mondiale sur la concentration des planètes. Donc comme si la concentration des planètes était elle-même signifiante et non pas le fait que c'était telle planète dans tel signe. Comme si la lecture du ciel était déjà intéressante par le rapprochement ou la multiplication des astres à un certain endroit, sans que l'on s'intéresse outre mesure à l'identité des astres qui étaient ainsi combinés. C'est une approche en quelque sorte quantitative, ou en tout cas générique, c'est-à-dire voilà, il y a des planètes, bon très bien, il y a des étoiles, bon très bien, il y a des aspects, etc. Et à propos de la mythologie, il ne faudrait quand même pas exagéré parce que la mythologie, elle n'est pas uniquement liée aux planètes. Il se trouve qu'on a attribué les dieux aux planètes, mais elle constitue un fond archétypal qui n'est pas obligatoirement associable aux planètes. Non, mais on pourrait imaginer, on pourrait concevoir que c'est parce que ce fond mythique et archétypal était présent qu'il a favorisé le développement de tout le langage mystique de l'astrologie. C'est un peu comme si on avait une palette de couleurs et on l'a utilisée par rapport à l'explication qui était possible à l'époque du ciel. Donc c'est un peu une déclinaison, c'est un peu une utilisation d'un imaginaire mythique qui existait. Oui, oui, absolument. Mais pour revenir à ta question, par rapport à une concentration de planètes, on peut toujours, en revenant avec l'idée de cette structure, on peut toujours tout à fait concevoir que s'il y a une accumulation de ces pôles qui aurait une incidence malgré tout, je ne sais pas de quel ordre, sur le champ général qui nous entoure, c'est un peu comme si à un moment donné, par un force d'aimantation, c'est une image peut-être un peu trop brute, mais comme si toutes les billes du système qui nous est intérieur ont été attirées dans une direction, dans un sens. Oui. Alors l'explication, l'interprétation que l'on fait des faits individuels aussi bien que collectifs ou historiques tend à ne donner qu'une forme de réponse, ce qui explique parfois que des alternatives n'apparaissent pas, y compris chez les hommes politiques, comme s'il y avait une accentuation de réponse à des situations politiques. Moi j'ai tendance, par exemple, si on prend la femme dans un restaurant, dans ce restaurant, il y a une carte, il y a des tas de plats qui sont proposés. Nous, individuellement, on ne va pas manger tout ce qu'ils proposent. Donc, si tu veux, il y a un métier qui consiste à être astronome, qui consiste à décrire et à nommer tous les corps célestes. Il y a un métier qui consiste à être psychologue éventuellement et à décrire toutes les forces, tous les archétypes. Il n'est pas certain que l'astrologie ne soit pas plus dans la position du consommateur, c'est-à-dire dans tout ça, dans tout ce qui a été accumulé, observé, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde. Et par conséquent, l'astrologue n'a-t-il pas le droit, par exemple, de dire, pourquoi pas, que l'humanité a consacré certaines angularités, certaines combinatoires, et pas d'autres. C'est une idée qui maintenant se développe, c'est-à-dire quels sont les combinatoires que l'humanité s'est accordé, plutôt que de dire tout ce qui existe est a forcément intéressé. C'est comme si on prenait un homme on prenait toutes les femmes qu'un homme a fréquentées à une certaine époque, et en partant du principe qu'ils va tous les épouser. Il y a là aussi, non, il les a peut-être connus, il a peut-être fait leur connaissance, mais il va faire un choix. Et quelque part, c'est cette idée du choix, non seulement du sens, mais aussi du choix du support. C'est-à-dire à quel support, à quel combinatoire, à quel facteur je vais accorder du sens. Et pas forcément du sens partout,
fourre-tout, c'est-à-dire cette espèce de mariage comme ça du champ mythologique extrêmement riche et du champ astronomique qui exige aussi, qui est demandeur aussi de mythologie et demandeur de symboles. Moi je pense que l'astrologie aurait intérêt à se démarquer de ces domaines-là. C'est-à-dire qu'elle ne serait pas réductible, c'est le cas de le dire, ou plus exactement c'est l'inverse, elle ne serait pas réductible à ces domaines qui sont tout à fait intéressants. Ce que fait l'astronome est intéressant, ce que fait le mythologue ou le psychologue, qui sont des descripteurs de la psyché. Ce ne sont pas des gens... Là, c'est de la différence entre l'action, la connaissance et l'action. Il y a des gens qui sont dans le domaine de la connaissance, c'est-à-dire qu'ils décrivent la globalité d'un processus, la globalité ils sont dans une sorte d'exhaustivité. Et puis il y a l'action qui implique, elle, de faire des choix. Et la question est de savoir si l'astrologie ne serait pas en dialectique avec ces domaines de la mythologie et de l'astronomie qui sont des champs de l'exhaustivité, de la description systématique. Est-ce qu'elle ne serait pas plutôt du côté de... Mais avec tout ça, qu'est-ce qu'on prend de tout ça? Qu'est-ce qu'on garde de tout ça? Et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et c'est un peu dans cette direction que moi je vais. C'est-à-dire, je me demande... Par exemple, il y a aussi une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est l'histoire de la mythologie. Parce que dans la mythologie elle-même, mythologie qui aboutit au monothéisme jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire que justement, par le biais de ce dieu qui est Marduk, qui est un dieu qui va à un moment donné s'imposer aux autres dieux. C'est comme quand on élit des gens, on n'élit pas tout le monde, tu sais très bien. Il y a plusieurs candidats, hein, on l'a vu pour les primaires en Amérique, ou même n'importe où, dans n'importe quelle élection. Il y a de nombreux candidats, un journaliste va décrire les différents candidats, les différents programmes, mais il va y avoir un moment donné, on va choisir, on va élire parmi ces programmes celui qu'on va mettre en avant. C'est ce processus électif. D'ailleurs, le mot élection existe en astrologie aussi, puisque en astrologie, il y a une astrologie d'élection qui consiste à choisir le moment, parmi tous les moments possibles pour agir, pour le passage à l'acte, le passage de la puissance à l'acte. Et ce moment-là fait que l'astrologie serait du domaine dans la registre de l'action, de la décision. D'ailleurs, elle l'est sous différents angles, parce que souvent on va voir l'astrologue pour justement choisir. Donc, quelque part, est-ce que ce ne serait pas un art de la décision, un art de l'action, et qui serait lui-même fondé sur un acte fondateur de choix et d'élection, et non pas une sorte de pôle un petit peu féminin, si on peut dire, qui est de l'ordre de la description. On complète, on ajoute, on essaie d'être aussi complet que possible. Voilà, c'est un pôle qui serait un pôle de l'action, c'est-à-dire un pôle du choix. Voilà, quelle est par exemple, imagine mon cher Jacques qu'on ait des élections tous les jours, ce serait pas très drôle, tu comprends Ça marche là. C'est bon. Donc Jacques Vanesse, nous allons faire un petit tour là dans les rues de Bruxelles. Alors, je voudrais que tu me répondes un peu à ce que je disais il y a quelques minutes, à savoir que l'astrologie était-elle du côté de la connaissance ou du côté de l'action? Était-elle du côté d'une description exhaustive et aussi complète que possible de ce qui nous arrive et de ce qui se passe dans le cosmos? Ou bien est-ce qu'elle est dictée par des impératifs d'action, donc de sélection, donc d'élection et de choix? Et comme on disait tout à l'heure, si on mange tout ce qu'il y a en stock, on va attraper une indigestion. Et souvent on a l'impression que l'astrologue est submergé par tous les éléments qu'il peut. On t'écoute. Oui. Donc, premier point à dire, c'est que l'astrologie ne fait peut-être que de préfigurer à sa manière une compréhension différente de notre place dans l'ordre des choses, dans l'univers. Ça rejoint naturellement ce qu'on a dit tout à l'heure, l'homme dans le cosmos, l'anthropocosmologie. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, est-ce qu'elle s'intéresse nécessairement à quelque chose de trop large? Je pense qu'avant tout,
elle ne fait que, à la manière d'un mythe et donc d'un emprunt à l'astronomie, c'est vrai, elle ne fait que préfigurer une connaissance ou une compréhension des choses qui nous échappe encore, qui peut-être un jour sera plus précise. Deux, est-ce que l'astrologie, pour autant, prend tout? Est-ce qu'elle n'est pas, à un moment donné, peut-être sélective? Elle est forcément sélective. Par rapport à la mythologie, tous les dieux, tous les mythes qui existent ne sont pas retenus. Ils sont sélectionnés dans la mesure où il n'y a que quelques planètes, il n'y a que quelques signes par comparaison avec la totalité de la mythologie. C'était vrai, surtout avant le XVIIIe siècle. Et alors, par ailleurs, elle est aussi sélective parce que c'est le système solaire. Si on considère un autre aspect des choses, qu'on dirait, tiens, ben, on est en rapport avec la totalité du cosmos, c'est la structure dont on parlait tout à l'heure du système solaire qui a des limites. Oui, c'est le seul là, système solaire. Son langage, son vocabulaire, tout son bagage est déjà délimité. Maintenant, l'autre aspect, est-ce que c'est seulement une connaissance ou est-ce que c'est plutôt un outil d'action? Je crois que c'est... Bon, il y a deux approches. Si on s'intéresse au fait de savoir comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle peut nous dire par rapport à notre imaginaire, à notre place dans l'univers, au sens de la vie, que sais-je, elle peut s'ouvrir à la connaissance. Mais quand au contraire, elle devient un outil de connaissance de soi, d'éclairage par rapport à son itinéraire de vie. Je soulignais tout à l'heure la différence entre l'astrologie individuelle et celle qui serait peut-être plus portée vers les autres. Mais même quand on s'interroge par rapport à son parcours, c'est forcément dans la relation, la dynamique par rapport au monde, par rapport aux autres. Donc si on s'interroge à comment je vis mes relations de peur ou au contraire d'agressivité, pour prendre ça très schématiquement, c'est pas uniquement par rapport à moi, c'est forcément dans mon rapport avec les autres. Donc elle est utilisable par rapport à qu'est-ce que je vais faire, éventuellement vis-à-vis de moi pour percevoir les choses autrement, mais surtout ce que je vais faire par rapport à mes projets de vie. Elle est aussi l'astrologie assortie à l'idée d'action, parce que pour moi, dans le thème, c'est pas simplement le descriptif de ce qui constituerait pour nous un programme, dans le sens, tiens, je vais développer progressivement tel trait de caractère qui ne fait encore que soutenir ma personnalité, mais au moment du thème, il y a aussi une sorte de projet. Dans la mesure où, si on admet ce qu'on a appelé tout à l'heure la structure psychique reçue en héritage, moi j'ai la croyance de dire que ce potentiel-là, c'est comme un germe qui aspire à réaliser quelque chose, à entrer en dynamique avec la réalité ici présente et donc de produire une autre réponse, une autre symphonie à qu'est-ce que ça veut dire qu'être humain ici dans ce monde-ci. Donc ça c'est aussi une dynamique d'action, c'est la dynamique de projet. Donc approcher son thème, c'est mieux comprendre comment on interagit avec le monde, avec les autres, mais c'est aussi s'interroger, tiens, qu'est-ce que je perçois moi, qu'est-ce que je pressens de ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie, et donc quel est mon projet. Et ça va très loin dans l'idée d'anthropocosmologie. Oui. C'est l'idée que finalement je suis porteur d'un moment de l'univers, et donc je suis porteur d'un potentiel de créativité. Ça, on l'admet tout à fait par rapport à certaines personnes qui sont des créateurs, des artistes, des inventeurs, mais je crois qu'on est tous aussi inventeurs de quelque chose, de fût-ce que d'une palette unique, particulière, dans l'interaction psychologique qui est propre à un être humain dans sa relation avec le monde et avec les autres. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'action, en tout cas du faire. Oui, mais malgré tout, qu'est-ce que tu penses de cette idée que, en fin de compte, on arrive à une certaine forme de désordre d'une certaine manière. On voit bien qu'il y a tellement de cycles, tellement de signaux qui sont susceptibles de fonctionner que on voit mal comment... on a l'impression que l'astrologue risque d'un petit peu de submerger son client et l'humanité en général avec constamment des électrochocs, des choses qui se déclenchent. Je ne pense pas, au contraire, parce que si on prend le cas concret d'une consultation, là où la personne s'est un peu perdue par rapport à ce qu'elle est, ce qu'elle fait, comment elle ressent les choses, ce qu'elle a entrepris, ce qu'elle n'a pas entrepris, ses allers-retours, ses pas en avant, en arrière dans la vie,
l'astrologue va l'aider justement à rassembler ça autour de la symbolique de la partition de son thème. Et dans le thème, il peut y avoir quelques points significatifs, points forts, qui permettent au contraire de faire, Oui. de faire un tri et de faire la différence entre ce qui est accessoire et ce qui peut éclairer la personne sur ce qui fait sens pour elle, ce qui devient important pour elle. Oui, mais enfin, excuse-moi, il y a quand même un problème, c'est le problème de... Si. Bah, tu peux l'apporter peut-être on va couper. Je sais pas. Il y a le problème du collectif, c'est-à-dire est-ce que l'astrologie... est-ce que l'astrologie on a l'impression, il y a quand même deux philosophies. Est-ce que l'astrologie nous encourage à affirmer notre individualité ou est-ce qu'elle encourage au contraire à la dépasser Elle l'encourage et à nous rejoindre quelque part vers un signal commun qui nous ferait dépasser et transcender nos différences. Voilà, c'est un peu... moi, dans ma conviction, c'est celle-ci. C'est que... En tout cas, c'est ce qui m'anime. Je ressens le besoin de donner sens à ce que je suis, à ce que je fais, que ça ne tombe pas dans la poubelle de l'oubli, ce que je suis, ce que je fais. Mais ça ne peut avoir de sens, ça ne peut avoir de sens que... Oui. Ça ne peut avoir de sens que si je m'inscris dans une société, dans un monde, dans un rapport avec les autres. Et alors je considère aussi que dans la grande palette de tous les humains qui peuvent exister, cohabiter en même temps ou exister à des époques différentes. Allô? Oui, Elisabeth, c'est Jacques et Jacques. Oui, oui. Au revoir. Ça me donne l'occasion d'ailleurs de filmer ça. Donc nous sommes à nouveau devant la maison de notre amie Elisabeth Widmer. Là, c'est quelque chose d'assez impressionnant quand même. C'est vraiment un palais. Mais... Voilà, donc on s'est interrompu. Ce que je veux dire, le problème de l'individuel et du collectif, par c'est rapport ça. au collectif. Bon, si, indépendamment même de l'intérêt pour l'astrologie, on peut considérer que chacun pourrait avoir à cœur d'apporter sa petite contribution sur le plan social, culturel, ne fût-ce que aussi peut-être familial. Oui. Sa petite part. Mais alors, si on recherche, là c'est une autre dimension plus philosophique, s'il y a une notion de recherche de sens, moi je pense deux choses. C'est que chacun finalement va synthétiser quelque part à un moment donné ce que pour lui vivre a pu vouloir dire. Et donc il va amener ça peut-être à travers des réalisations, des créations, mais peut-être simplement par des contacts, il va apporter ça aux autres. Donc ça part de collectif. Et puis par ailleurs, si on admet l'idée de cette structure psychique ou de l'inconscient collectif, le vécu de chacun rejoint le collectif. Parce que dans la grande palette, si on imagine un peu la manière de Matrix, qu'il y a un grand ordinateur quelque part qui est connecté à tous nos cerveaux, c'est une image naturellement de science-fiction, mais finalement, ce que chacun génère comme vécu essentiel, comme recherche et comme aboutissement de sens, à nouveau enrichit le bagage collectif. Oui. Et d'ailleurs, on peut constater que de génération en génération, les jeunes enfants sont de plus en plus et de mieux en mieux habilités à entrer dans un nouveau monde qui les entoure. Oui. Vraiment sur le plan d'éducation, sur le plan, je ne sais pas comment culturel, on pourrait dire oui, mais tout ça est lié à l'apprentissage, à l'observation. Mais n'empêche qu'il y a quand même apparemment, comme si le potentiel intérieur d'intelligence, à savoir principalement le fait de pouvoir comprendre le monde dans lequel on se trouve, ce potentiel-là se modifie aussi. C'est comme les choses quand on dit que c'est dans l'air du temps, qu'une découverte scientifique se fait à deux endroits en même temps. Comment ça se fait? Zeitgeist. Hein? Oui. Donc là aussi, ça rejoint l'individuel rejoint le collectif. Ça semble indiquer que dans la grande symphonie de tous ces cerveaux qui fonctionnent plus ou moins bien un peu partout, s'il y a des connexions d'ailleurs entre les objets parfois, entre les planètes et nous, pourquoi qu'il n'y aurait pas des connexions aussi? Mais enfin, on semblerait, si tu veux, entre deux grands choix, entre le choix de l'action et de
de l'action qui implique une concentration, comme par exemple une mobilisation générale ou des élections générales, et de l'autre côté, le domaine de la connaissance, de la diversité des objets et des individus, il y a quand même là deux grandes options qui s'offrent à l'astrologie. Et il semble qu'entre ces deux options, l'astrologie dont tu parles, c'est plutôt la deuxième. C'est-à-dire que c'est plutôt l'option à la fois de la complexité, de la diversité du réel, de sa richesse extrême, et d'autre part, à partir du moment où on est dans cette espèce de richesse extrême, on est plus dans le domaine de la connaissance. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent pour se connaître, pas tellement pour qu'on leur dise quand et où et comment agir. Et puis parce que toute action qui a un tant soit peu d'intensité et d'amplitude, elle ne peut pas être individuelle, on est bien d'accord là-dessus. Oui. Elle implique une mobilisation, elle implique une synchronisation, elle implique une rencontre, elle implique un ralliement, et donc par conséquent, elle implique on ne peut pas rallier à tout moment, on peut être dans la connaissance à chaque instant, on peut se renseigner à chaque instant, on n'est pas dans l'action en permanence. Donc les moments d'action et l'action collective sont des moments relativement rares, et par conséquent, l'astrologie pourrait avoir, certains le pensent comme moi, pour avoir vocation à définir ces moments privilégiés où l'humanité se recentre, se ressaisit, se retrouve dans sa conscience collective et non plus dans son éparpillement individuel. Mais ça, ce sont des choix philosophiques qu'il faut assumer. Oui. Apparemment, il y a une astrologie de la connaissance et de l'individualité face à une astrologie, malgré tout, de l'action et du collectif. Mon sentiment, c'est que si on admet le fait qu'on ne commence pas son propre parcours de vie sur une page blanche, mais qu'on reçoit quelque chose en héritage à plusieurs niveaux, on en a parlé, héritage biologique, culturel, mais aussi ici, astrologique. Mais il y a un héritage biologique qui est collectif. Hein, le fait de savoir parler, c'est collectif, c'est pas individuel. Le fait de l'équipement sexuel aussi. Je veux dire, tout ce que nous avons en héritage, c'est à la fois individuel, mais c'est aussi énormément ce qui nous fait appartenir à un ensemble. C'est pour ça que tu soulignes le fait que je ressouligne une fois de plus la notion d'héritage. Ce que je voulais dire après pour terminer ma phrase, c'était que ça suppose, je dirais presque chez certains, une sorte d'acte d'humilité. On va te demander ce que ça vient faire ici, mais ça rejoint aussi le fait que chacun n'est pas le créateur de A à Z de toute sa vie. Dans les tenants au départ et dans les aboutissants, chacun peut être concerné par justement ce qu'il peut à nouveau apporter par rapport au... Mais là aussi il y a une opposition. Pour les astrologues spiritualistes, nous sommes tributaires, nous sommes dépositaires d'une âme, d'un ensemble individuel extrêmement ancien. Mais sur un autre plan, nous naissons avec notre héritage, c'est ce qui nous rattache. C'est ce qui fait de nous un être humain, plus qu'un individu. Finalement, ce qui nous rattache c'est le fait de savoir parler, de savoir, et même peut-être de capter certains signaux cosmiques, est avant tout, d'abord, quelque chose de l'ordre de l'espèce humaine. Oui, mais c'est ce qui est particulier, tu le sais bien, parce qu'il est particulier chez l'être humain, c'est que alors qu'au départ, il n'est que habité, traversé de l'intérieur par des perceptions, des sentiments, des émotions et tout ça, il va finir quand même par individualiser tout ça, c'est-à-dire par s'identifier totalement à ça. La symbolique même du zodiaque ou bien des maisons astrologiques illustre un petit peu ça. C'est que nous devons nécessairement passer par l'étape d'individualisation, de croyance en nous-mêmes, d'estime par rapport à nous-mêmes, d'identification à nous-mêmes, le paradoxe alors d'une dimension plus métaphysique ou spirituelle qui apparaît dans l'astrologie et qui revalorise un petit peu, ou qui réhabilite un petit peu la maison 12, qui est un peu décriée, qui nous remet, qui nous replonge dans l'ensemble. Et quand on voit la symbolique même de l'astrologie, sa structure, l'évolution vers le bas est une individualisation nécessaire pour prendre sa place. On sait bien que psychologiquement, si tu n'as pas un minimum
fierté par rapport ou comment dire, de croyance ou je trouve pas le mot, de confiance par rapport à toi-même. Voilà, tu t'es un peu déboussolé. Mais puis après, déjà à partir de la maison 7 qui concerne le rapport de dualité avec l'autre en général, ou l'autre choisi. Et puis après, toutes les autres maisons d'insertion dans le plan social par la maison 10, de collectivité par là, et de projet par la maison 11, et puis de se restituer par rapport mais non, mais cette astrologie, elle existe. Oui, mais donc ça veut dire qu'inévitablement, ce conglomérat de ressentis, de particules, mais en même temps d'émotions, et tout ça qui nous habite, nous sommes amenés à nous identifier à ça et à créer un personnage. Ça, c'est la dimension individualiste, individuelle. Oui. Et là, en même temps, alors on a les deux extrêmes, celui qui naturellement centre tout sur lui-même et qui devient éventuellement misanthrope, et celui qui au contraire va donner du sens à ses particularités parce qu'il reconnaît ce qu'il a reçu en héritage, il reconnaît l'apport des autres, il va avoir envie d'apporter aux autres, de collaborer avec les autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre problème qui est celui que périodiquement, que tout ça est cyclique, que nous passons par une phase d'individualisation, puis à certains moments... tu parles du point de vue de l'humanité dans son ensemble. Mais de l'humanité dans son ensemble et de chaque individu, emporté par ce processus qui fait qu'à un certain moment, il doit dépasser son échelle individuelle et il recommence. Et après, à ce moment-là, c'est un phénomène constant. Sur le plan collectif, c'est clair qu'on est peut-être dans une impasse si on ne passe pas à une perception différente de ce que ça veut dire que de faire fonctionner la société par rapport à ses priorités. Et là, l'astrologie peut apporter effectivement aussi un éclairage sur les grandes étapes, parce que je pense que l'humanité collectivement passe aussi de la même manière que l'individu par des grandes étapes. Oui, bon, on va s'arrêter là. Donc là, on est en train de parler de l'astrologie, de la capacité de l'être humain à vivre les astres dans son corps, en quelque sorte, de développer. Si on admet que l'être humain s'est mis en phase avec le cosmos, donc il a retravaillé son propre corps, en quelque sorte. Heureusement que j'ai la ceinture. Il a retravaillé son propre corps, il en a fait un instrument capable, justement, de mener à bien cette volonté d'alliance avec le cosmique. Donc Est-ce que tu penses que l'astrologie est apparue à un moment, à quel moment tu vois, c'est une question un peu idiote apparemment, mais à quel moment tu vois l'astrologie apparaître dans l'histoire de l'humanité? Est-ce que ce lien a toujours existé ou est-ce que ça correspond à un état particulier, essentiel de l'humanité lorsqu'elle se met en phase avec le cosmos? Est-ce que tu le situes, parce qu'on a beaucoup parlé de cette question-là, mais est-ce que tu le situes historiquement, ce phénomène de mise en rapport, en alliance, cette alliance entre l'homme et le ciel en quelque sorte? Attends. Voilà. C'est difficile à dire. Est-ce que tu historicises l'astrologie dans son apparition? Sur le plan, ça dépend quand on considère que démarre l'histoire, parce qu'il y a aussi toute une réflexion sur ce qui est avant l'histoire. Maintenant on dit aussi qu'on est une période post-historique, et j'ai pas très bien saisi exactement ce que ça veut dire, mais c'est hors propos. Et donc je crois qu'il y a forcément des prémices tellement lointains, déjà dans l'observation des... Moi je situe même ça, les racines, dans l'observation que peuvent faire sans doute, pas délibérément consciemment, mais que peuvent faire les animaux de ce qui se passe autour d'eux, dans la sensibilité cyclique. Mais ça, ils sont surtout sensibles au soleil et la lune. Ils n'instrumentalisent. Ils n'instrumentalisent pas, mais ce qui veut dire que l'organisme vivant est inévitablement déjà, c'est vrai. comment dire, il vit déjà ce jeu d'alternance. Bon, moi je suis attentif à quelque chose de tout simple et de banal, qui consiste, parce que j'ai un jardin, je m'occupe de faire pousser des choses, des légumes notamment, mais c'est extraordinaire de voir que tu ne peux pas semer n'importe quel légume à n'importe quelle période de l'année, pas simplement en fonction du soleil, de la chaleur et tout ça, mais simplement parce que si ce végétal
semble avoir enregistré que c'est en septembre qu'il va pousser. Si tu le sèmes en mars, c'est impossible. Et l'inverse. Et donc il y a comme une sorte d'inscription dans le végétal d'un moment cyclique de l'année qui correspond à son passage entre le germe et puis son accomplissement, son éclosion. Oui, donc, il se sert du temps, il se sert pour marquer son propre temps, pour baliser son temps, il se sert de paramètres extérieurs. Des paramètres extérieurs. De repères extérieurs. Et qui sont sûrement assez sûrs. Alors l'humanité aurait fait pareil, mais elle aurait rajouté des dimensions supplémentaires grâce à son savoir plus pointu, c'est-à-dire que grâce à son connaissance de l'astronomie, elle aurait découvert des planètes que les animaux ne connaissent pas. Ils connaissent le Soleil et la Lune, mais ils ne connaissent pas les animaux, donc ils ne connaissent pas les luminaires. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, il y a un déchargement. Oui, c'est très fâcheux. Je vais m'y prendre autrement. Bah lui, tiens, t'as vu comment il fait? Il passe à côté, lui. Oui. C'est peut-être que c'est la solution. Bah oui. Parce que normalement c'est réservé au tramway. Oui, mais enfin, il y a des exemples comme ça. Bah, c'est peut-être pas un bon conseil, mais enfin... Des exemples à suivre ou à ne pas suivre. Oui, on ne pas suivre, mais enfin, j'espère qu'on n'aura pas à se mordre les doigts. J'espère qu'on ne va pas tomber en face d'un tramway. Voilà, ça y est, ça nous évite de nous casser la tête. Oui, je disais que... L'origine historique de l'astrologie suppose qu'on puisse définir le moment où on a instrumenté. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être très ancien, parce qu'il demandait quand même une connaissance de l'astronomie remarquable. Il commandait d'isoler les planètes par rapport aux étoiles. Et c'est à ce moment-là seulement que les choses ont pu prendre Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que probablement le départ de l'astrologie était beaucoup plus localisé. C'est pas toute l'humanité qui a commencé, c'est sûr. Oui, mais localisé aussi dans le sens qu'on peut parler d'une sorte d'astrobiologie, c'est-à-dire une astrologie adaptée réellement à ce qui est local dans le jeu, par exemple, des saisons. Ça souligne naturellement le gros problème de savoir ce que Jean-Pierre Nicolas a peut-être analysé, savoir si on peut vraiment considérer l'astrologie, celle à laquelle on se réfère, occidentale avec son symbolisme, si on peut la généraliser sur l'ensemble du globe, puisque si on prend le système climatique, ou pas climatique, mais plutôt saisonnier, propre au zodiaque, et il n'est pas valable pour l'hémisphère sud, il n'est pas valable... pour l'Arctique, le seul Arctique. Alors d'ailleurs, certaines personnes, pour faire facile, vont dire l'astrologie, j'y crois pas, à propos des saisons, il n'y a plus de saisons, donc... ça veut dire que la symbolique empruntée au rythme des saisons est un prétexte ou une modélisation, c'est un exemple, mais ça veut dire que cet exemple ne fait qu'illustrer quelque chose qui serait derrière, qui serait plus loin. Mais non, parce qu'en fin de compte, les saisons, justement, ça reste encore le domaine du solilunaire. C'est-à-dire que les animaux aussi sont sensibles aux saisons. Les saisons ne sont pas de l'ordre du planétaire. Moi j'appellerais de la pré-astrologie, c'est la proto-astrologie, avec effectivement cette présence objective des saisons, du soleil, de la lune, que tout être humain et même les plantes peuvent percevoir. Et puis il y a une astrologie proprement dite qui serait proprement anthropo-astrologie, et qui elle mettrait l'accent sur des connaissances que seul l'homme peut acquérir, et qui sont notamment des connaissances d'ordre astronomique, et qui permettent d'isoler l'aiguille des planètes par rapport au cosmos ou par rapport aux étoiles fixes. Et c'est à ce moment-là que l'astrologie serait née, donc, et elle aurait effectivement instrumenté des planètes, non pas parce qu'elles s'affirment par leur présence manifeste, mais parce que par la connaissance, effectivement, parce qu'on sait qu'elles existent, intellectuellement on sait qu'elles existent, et on a décidé de leur donner un rôle à jouer. Mais on peut pas, justement, c'est là qu'il y a le problème, c'est que il y a toute une dimension dans l'astrologie c'est-à-dire que tout à l'heure tu disais dans la tradition astrologique il y a ceci et cela. Ça, on est certain que ça existe. Mais est-ce que nous sommes tributaires de toute la tradition astrologique? Est-ce que justement il n'y a pas une tradition astrologique déviante ou corrompue ou qui va en sens inverse de ce que l'astrologie pourrait être? Est-ce que ça, je suis convaincu effectivement qu'il faut pouvoir aussi à la fois peut-être s'appuyer sur tout ce qui s'est développé dans sa connaissance, son discours, son symbolisme, mais en même temps, si l'astrologie rend compte
d'une relation à ce qui nous entoure, aussi à l'univers, peu importe, qui nous échappe encore.